Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. On est là pour parler de l'épisode 6 de la saison 7 de Game of Thrones. Pourquoi de presque qualité? Parce que l'ami Ker est bloqué en duplex de l'autre côté du mur. Il est côté, c'est à peu près, voilà, c'est Eastwatch et Amiens, voilà, à peu près à ce niveau-là. On va donc parler d'un épisode qui envoie, ma foi, énormément du gros, lourd steak de dragon. Et j'ai envie de dire, donc on va en parler d'abord la vie de Ker, puis le mien, puis ensuite on se focusera sur quelques points. Ker veut parler notamment de ce qu'il pense intéressant de la relation entre Tyrion et Daenerys. Et moi, de mon côté, je vais vous parler, et j'ai vraiment envie de faire un petit focus sur le roi de la nuit, parce qu'il y a des choses qui m'intriguent énormément et je veux qu'on en discute. Mais avant, c'est l'ami Ker. Merci Big B et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et navré déjà pour donc les qualités de l'enregistrement. J'espère que le son et la vidéo vous conviendront. On voulait vraiment faire cette critique de l'épisode 6 malgré un contexte un petit peu particulier au niveau technique pour nous. Alors, cet épisode a leak dans la semaine, donc ça c'est vraiment dommage. HBO est une passoire, mais on en reparlera plus tard. Cet épisode ne s'appelle pas Death is the Enemy. On vous l'avait dit qu'il n'avait pas de titre. Il est apparu dans la semaine beaucoup plus tard. Alors pour des raisons qu'on ignore, il s'appelle Beyond The Wall, donc ça n'est même pas un titre qui spoil. Je vais faire mon avis. On va commencer par le positif parce que globalement cet épisode est positif. Et le côté positif, on va aller assez vite puisqu'on va analyser l'épisode plus amplement dans la vidéo. Alors cet épisode est globalement spectaculaire, pas toutes les scènes, mais certaines. Bien évidemment l'arrivée de Daenerys sur Drogon accompagné des deux dragons, c'est la scène qui moi m'a mis sur le cul dans cet épisode. Rien que le décollage à Père Dragon avec Tyrion impressionne. Il y a un vrai soin qui a été porté au niveau des effets spéciaux sur les dragons et on le sent vraiment dans cette saison qui voulait un petit peu rattraper les erreurs du passé sur les effets spéciaux des dragons. Donc voilà, il y a également bien évidemment la mort de Viserion qui marque. C'est un épisode qui est important, c'est un épisode qui, à mon sens, a dû énormément surprendre et choquer ceux qui n'étaient pas du tout au courant du contenu du leak. Alors pour nous, forcément c'était un petit peu atténué, mais globalement, gros plaisir devant cet épisode 6 qui va être un des épisodes marquants de la série. Maintenant, moi j'aimerais surtout m'attarder sur le côté négatif. Le côté positif est évident et on va l'analyser dans la vidéo. Le côté négatif, moi j'ai quelques petits trucs à dire. Merci Ker. Moi, de mon avis, pas d'avis positif et négatif. Je n'ai qu'un avis positif. Cet épisode est incroyable. J'étais au courant de quasiment tout ce qui allait se passer dans l'épisode via le leak. Si vous n'avez pas vu, regardez la vidéo sur le leak. Maintenant, vous pouvez la regarder à 90%. C'est juste ouf, on avait tout, on savait l'ours polaire, on savait ce qui allait se passer, on avait un petit doute sur qui allait mourir, mais globalement, on savait tout, et pourtant, cet épisode est dingue. Pourtant, j'étais en train de dire « Tormund, ne meurs pas Tormund !» J'étais comme un ouf, et ça montre bien à quel point l'épisode était incroyablement bien réalisé, à quel point il y avait un rythme. Oui, il y a de la téléportation qui m'a énervé. Oui, ça n'a pas de sens d'avoir des saisons entières où on montre à quel point la distance est un problème pour qu'ensuite les gens se téléportent. Le truc de Gendry, etc. qui fait demi-tour, c'est super rapide, et puis le pigeon voyageur. Bon, tout ça, ok, je m'en fous. C'est juste un exceptionnel épisode. C'est un épisode pour lequel on est flippé pour la vie des personnages. Il y a aucun des personnages qui était vraiment en sécurité. N'importe lequel pouvait mourir. Alors oui, on se disait Gendry, bon, il est arrivé à l'épisode précédent, c'est pas pour mourir maintenant. Jorah, il s'est fait guérir, c'est pas pour... Mais au final, c'est Game of Thrones. Donc là, tout le monde était potentiellement quelqu'un qui allait mourir. C'est aussi un épisode qui était triste de la mort de Thoros. Moi, personnellement, c'est un personnage que j'aimais beaucoup. Donc, effectivement, il ne va pas plus servir que ça parce qu'il y a d'autres prêtresses rouges. Donc, on va potentiellement pouvoir s'en passer. En plus, le fait dans les derniers chapitres, quelque part de cette série, le fait que quelqu'un ne puisse pas résurrecter les morts, ressusciter ou résurrecter, dites-le dans les commentaires. Et donc, que quelqu'un ne puisse pas résurrecter les morts, et j'ai envie de dire, c'est une bonne chose. Ça sous-entend que, eh bien, on va avoir plus d'enjeux, parce que Dondarrion, peut-être que là, il va vraiment y passer. Donc bref, tout ça, c'est extrêmement positif. Beaucoup de fanservice, beaucoup de lore qui est développé. On en sait un petit peu plus sur les moyens de communication entre les marchands blancs. On en sait plus sur leurs dessins. J'ai
mais j'en parlerai dans la dernière partie de la vidéo, j'ai beaucoup d'interrogations maintenant sur ce que sont les pouvoirs du Roi de la Nuit, qui je pense sont beaucoup plus étonnants que ce qu'on pense, mais on en reparlera après. Donc globalement, un épisode qui m'a vraiment plu, et quand quand je l'avais regardé, j'avais l'impression que, juste après l'épisode, qu'il n'y avait eu que cette scène derrière le mur. Et après coup, je me suis dit, ah mais attends, mais il s'est passé plein de trucs en fait à Winterfell, non mais en fait il s'est passé des trucs avec Tyrion, ah mais en fait il y a ça qui est un élément, et donc au final l'épisode qui est certes un épisode classique, épisode de pré-fin saison, donc un épisode qui est censé envoyer vraiment du lourd, avoir beaucoup d'action, etc. Là c'est le cas, mais il a beaucoup d'informations, et donc c'est un épisode qui je pense est très réussi à tous les points de vue. La réalisation, les effets spéciaux sont quasiment irréprochables. Il y a ce plan qui revient très régulièrement avec les 4 généraux marcheurs blancs sur leurs chevaux, qui est juste une catastrophe, mais on voit les points clés d'animation, c'est un petit peu dommage. Mais le truc c'est que globalement, un épisode qui est très réussi, j'ai que du bien à dire, c'est un épisode incroyable. Et c'est un épisode qu'on va tous regarder 2 fois. Le leak ne l'aura pas tué, le leak va juste faire que ce sera l'épisode qu'on va regarder 2 fois, parce que jamais de la vie, moi je vais réussir à attendre encore une semaine avant de regarder du Game of Thrones pour la saison prochaine. Pour la scène prochaine. Bref, Amiker, qu'est-ce que tu as comme avis négatif? Alors commençons déjà par les choix scénaristiques. Personnellement, j'aurais énormément aimé voir le Night King ressusciter Viserion devant Daenerys juste après la mort du dragon. Ça aurait donné un côté dramatique extrêmement intense à la scène. Déjà que cette scène en a beaucoup, mais alors je pense que Daenerys, comprenant qu'elle a perdu son dragon et qu'il a été pris par l'ennemi dès cet épisode-là, ça aurait été vraiment intéressant, je trouve. Donc ça, c'est mon avis. Après, il y a un aspect plus global sur la série qui est très fort dans cet épisode 6, c'est que les créateurs de la série, ayant pris les rênes un petit peu de la saga, puisque Martin n'en est pas là dans le bouquin, je trouve qu'ils ne font plus des choix aussi osés que par le passé, notamment sur la mort des personnages. Si on regarde bien, la série s'était faite un nom de série qui pouvait tuer à n'importe quel moment des personnages qu'on adorait, et ça n'est plus le cas dans les saisons précédentes. Les personnages phares qui sont morts, c'est parce que Martin était à la baguette. Hodor, c'est Martin. Oberyn, bien évidemment, c'est Martin. On peut supposer que d'autres personnages décédés, c'est Martin qui a conseillé les producteurs de le faire, notamment dans la saison précédente. Je pense au sanctuaire de Baelor. Et les créateurs de la série, quand Martin tuait des personnages dans le livre, avaient tendance à en faire un peu plus, ou à tuer des personnages qui n'étaient pas morts dans le livre. Stannis, Mance, la femme de Robb Stark. Et en fait, on avait constamment un côté dramatique qui était très fort et très surprenant. Là, pour le coup, il n'y a plus cet effet-là. Et dans l'épisode 6, on a 7 mercenaires qui passent le mur et qui sont en train d'attaquer une armée de zombies et de marcheurs blancs. Dans les faits, il n'y en a qu'un seul qui meurt, c'est Tauros, qui est des 7 le moins important. Donc, moi je trouve que les créateurs de la série, là, ont manqué d'audace. Il fallait faire un choix fort qui était de tuer un personnage qu'on aime beaucoup et dont la mort était inattendue. Il y en a 2 dans cet épisode qui auraient pu très bien mourir et nous briser un peu le cœur. Alors, Jorah Mormont, ça aurait été l'évidence et ça aurait été trop facile, donc ça c'est bien qu'il ne l'ait pas fait. Mais je pense que soit le limier, soit Tormund auraient dû mourir dans cet épisode pour accentuer un peu la dramaturgie et aussi montrer que là on est dans le money time de la série. Il faut qu'il y ait des personnages qui tombent et des personnages qui nous brisent un petit peu le cœur. Le limier, on attend tous le Clegane Ball, on attend tous la rédemption du limier, c'est un personnage qu'on adore tous. C'était le moment pour lui de mourir. Même si moi j'aurais pas du tout voulu, mais dans les faits il fallait un peu plus d'audace de la part des créateurs. Et puis il y a des incohérences, je vais y revenir dessus. La première pour moi, bien évidemment, comme pour vous, vous avez été très nombreux à en parler, ce sont les téléportations. Dans cet épisode, là ça va très loin. Le corbeau, l'arrivée de Daenerys, tout se fait très vite alors qu'en fait il y a un continent à traverser. Enfin pas tout à fait un continent, mais Père Dragon et au-delà du mur, il y a quand même, même quand ça roule bien, il y a quand même un sacré temps de trajet. Donc les incohérences au niveau des téléportations, ok, ça on est plutôt d'accord, même si, je le redis, la série n'a plus trop le choix maintenant. Après, il y a deux autres incohérences pour moi. La première, c'est Arya et la présence de visages. Alors, il va falloir que la série nous explique comment le pouvoir d'Arya fonctionne, parce que là, on se retrouve avec des faux visages dans sa valise.
Enfin, moi, j'avais pas le souvenir que Jaqen se baladait avec les visages de ceux qui l'empruntaient. Donc, voilà, ça pour moi, ça manque de cohérence. Et puis, surtout, pour moi, c'est la grosse incohérence de l'épisode, mais aussi la grosse incohérence de la saison. Mais où sont les loups-garous? Où est Ghost? Il y a quelque chose qui, pour moi, n'a aucun sens. Quand on a lu le bouquin, c'est qu'il y a un lien qui est très fort entre les Stark et les loups. Pourquoi est-ce que Ghost, sachant que Jon est attaqué, ne réagit pas? Pourquoi est-ce que Ghost, alors vous allez me dire, il est enfermé à Winterfell, mais Ghost se barre. Ghost, il n'est plus dans la série. C'est un vrai problème. Ghost, c'est celui qui accompagne Jon. C'est son ombre. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que Ghost soit absent au niveau scénaristique. La seule raison, c'est en termes de budget. Bon, il y a un vrai problème avec Game of Thrones, c'est que ils n'ont pas le budget de leur ambition. Ils sont constamment obligés de faire des choix et ça nuit à l'histoire. Là, Ghost devait être présent au-delà du mur pour aider Jon. Il n'y est pas, je trouve ça vraiment dommage. Merci Kerr pour ton avis négatif. J'ai envie de dire, avant que tu passes du coup à Tyrion et Daenerys, moi je voulais juste faire un petit rappel donc sur le binôme Sansa-Arya. Je vais faire très court, je pense que c'est du bullshit. Jamais je verrai des frères et sœurs Stark s'entretuer, j'y crois pas du tout. Je pense que la série est juste en train... S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait manqué de contre-champ en fait, enfin de contre-point de vue. Ça aurait manqué d'une autre action en fait. Donc globalement, je pense vraiment que ça ne sert que pour tout simplement pouvoir rythmer le discours ou le chant du feu et de la glace, parce que globalement, je n'y crois juste pas. Arya et Sansa ne s'entretueront pas. Je ne vois pas de loup s'attaquer. C'est pas comme ça que ça passe dans les meutes. Passons maintenant à la relation entre Daenerys et Tyrion, qui est en train d'avoir un peu du plomb dans l'aile et qui, à mon avis, introduit une relation beaucoup plus délicate pour la suite de la série. Et j'ai même assez peur pour Tyrion, parce que Daenerys n'a plus confiance en Tyrion suite donc aux échecs militaires passés, mais aussi aux propos tenus par Tyrion qui constamment finalement contredit Daenerys. Alors il a des conseils qui sont très intéressants, des conseils qu'on peut comprendre, mais qui heurtent un petit peu Daenerys. Alors là, bien évidemment, ce qu'il introduit dans cet épisode, c'est le fait que si Daenerys continue d'être impulsive à ce point, eh ben, elle risque de mourir bêtement en combat. Et il a raison, Tyrion. Si Daenerys meurt, il n'y a plus rien. Toute l'aventure finalement de Daenerys et de ses compagnons, de ses armées, de ses lieutenants, tout ça s'évapore avec la mort donc de la Reine des Dragons. Tyrion a raison. Daenerys n'accepte pas ce discours, n'écoute plus Tyrion, puisqu'en fait Tyrion lui dit de ne surtout pas partir aider Jon, et dans les faits elle le fait quand même. Ça pour moi ça introduit un vrai problème pour la suite. Est-ce que finalement Daenerys ne va pas condamner ou chasser Tyrion dans les épisodes à venir? Alors, probablement pas dans la saison 7, mais en tout cas dans la saison 8 ça peut être un enjeu. Et puis il y a aussi quelque chose, alors c'est marrant d'ailleurs parce que dans cet épisode Daenerys fait beaucoup de compliments à Tyrion, mais rappelle constamment que c'est un Lannister. Et ça à mon avis ça va poser problème. Daenerys ne fera jamais pleinement confiance à Tyrion, elle écoute ses conseils parce que Tyrion est quelqu'un qui est avisé, qui a de l'expérience. Elle ne les respecte plus, ses conseils, enfin, elle les écoute sans les appliquer, mais en tout cas, moi je pense vraiment que la relation Tyrion-Daenerys, ça sent pas très bon en ce moment, et que pour se sauver les miches, j'ai envie de dire, Tyrion va devoir faire quelque chose de marquant, un conseil qui va faire mouche, même si, dans les faits, est-ce que Daenerys va avoir le recul de comprendre que Tyrion lui avait dit de ne pas y aller, et que dans les faits, en y allant, elle a perdu un dragon? Est-ce que ça va permettre à Tyrion de regagner la confiance de Daenerys? Je ne sais pas. En tout cas, les épisodes à venir vont être très importants pour la survie du nain Lannister. Merci Kerr. Alors Kerr m'a fait un cadeau cette semaine, je ne peux pas appeler ça autrement, il m'a laissé la review de ce qui se passait derrière le mur. Alors, je me suis fait des fiches parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Je vais essayer de séparer ça en 3 axes. Il y a le premier, c'est donc les discussions entre les différents personnages. Il y a quoi en interaction? Il y a Gendry Tormund, il y a Gendry de la Fraternité, Jorah, c'est mes fiches que je regarde. Il y a Jorah Jon Snow, il y a Tormund le limier, Beric Jon, et ça nous fait déjà une superbe introduction de personnages.
Moi, je ne pensais pas qu'ils auraient autant blablaté tous entre eux et tout, et c'est très bien parce que du coup, on s'inquiète pour eux. Et quand arrive cet ours polaire, un putain d'ours polaire zombie, non mais franchement. Et donc, quand il y a un ours polaire qui arrive, eh bien, on est déjà en train de s'inquiéter pour chaque personnage parce qu'on se rend compte à quel point on a vécu avec eux, à quel point ça fait des saisons et ça fait des années, ça fait entre le moment où vous avez regardé le premier épisode de Game of Thrones et maintenant, et vous êtes devenus plus vieux, on est tous devenus plus vieux, on a vécu, il s'est passé des milliers de trucs, on est parti en vacances, etc. On a vieilli avec ces personnages, on s'inquiète pour eux et on apprend, et on se dit, mais putain, mais c'est vrai que lui, en fait, c'est le fils du Lord Commander de la Garde de la Nuit. Et donc tout ça crée des liens qui sont extrêmement importants et je trouve que c'est particulièrement bien que la série mette en avant ça et que cet épisode commence sur ça. La deuxième partie, donc c'est cette fameuse escouade qu'il va y avoir, qui va se faire prendre d'assaut. Et alors là, en fait, je vais parler des pouvoirs du Roi de la Nuit. Moi, j'ai des interrogations et avant de faire une vidéo un petit peu spécifique sur tout ça, j'ai envie d'en parler dans la vidéo critique pour que vous puissiez également y réfléchir dans les commentaires. Le truc, c'est que le Roi de la Nuit est créé par les enfants de la forêt. La corneille, donc ce qui est devenu Bran, serait aussi créé par les enfants de la nuit. Bon, je dis serait. Donc globalement, on voit qu'il y a une espèce d'effet miroir entre les deux. Le Roi de la Nuit est capable de prendre le contrôle de morts pour les ranimer. Bran est capable de prendre le contrôle d'animaux pour les ranimer. Et donc là, on pourrait dire c'est juste un Zoman. Sauf que non. En fait, le Roi de la Nuit est capable de ne pas ressusciter une personne, mais d'en ressusciter des flopées, des milliers de milliers. Et à côté de ça, Bran, lui, il est capable de prendre le contrôle de X animaux. On sait qu'il est capable déjà de prendre une pelletée de corbeaux. Donc ça risque de se développer. Donc on pourrait dire on a quelques effets miroirs. Ok. Donc ils sont développés, quand Bran a des visions, eh ben, le Roi de la Nuit les voit, il peut même le toucher pendant les visions, etc. Donc à un moment je me suis demandé, est-ce que le Roi de la Nuit n'est pas capable, comme Bran, de tout simplement voyager dans le temps, par des visions j'entends. Est-ce que si Bran voit le passé, est-ce que le Roi de la Nuit voit le futur ? Question naturellement qui se pose. Est-ce que le Roi de la Nuit voit juste, pour le coup, leurs pouvoirs sont égaux, il voit juste le passé également Et si c'est le cas, bah ça expliquerait pourquoi est-ce que pour la première fois ils ont ces grandes lances de glace, elles ne sont pas, ce n'est pas les mêmes, j'ai vérifié, ce ne sont pas les mêmes que les grandes épées bâtardes qu'ils avaient qui ressemblaient à des lances qu'ils avaient dans les premières saisons. Donc là, il arrive sur un champ de bataille, ils attendent tous tranquillement que Jon et les autres s'épuisent. Pourquoi ? Ils peuvent marcher sur ce putain de lac. Et s'ils ne peuvent pas marcher, ils peuvent mettre tellement de morts vivants sous l'eau pour que ça fasse un peu à la World War Z, qu'ils arrivent tous à monter les uns sur les autres. On s'en fout, ils sont morts, il peut les ressusciter. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'il attend, si ce n'est pas pour volontairement attendre les dragons, parce qu'il sait que les dragons vont arriver, qu'il va pouvoir en buter un, et qu'il va pouvoir en ressusciter un. Donc globalement, cet épisode m'a vraiment beaucoup laissé penser que le Roi de la Nuit était capable de voir le futur. Et en ça, du coup, eh ben, quand il y a une escouade, bah, il ne met qu'une petite escouade pour attirer notre ami Jon. On voit en plus qu'il essaye de récupérer pour gagner le dragon, mais ne pas y perdre un des zombies, parce qu'ils essayent tous de courir après le zombie, si vous regardez les différents plans. Donc globalement, ça semble indiquer qu'il voit le futur. En fait, il voit, etc. Il sait que Jon va venir pour ça. Il met une escouade où tout le monde meurt, sauf un des ressuscités. Tout a du sens. Sauf que pourquoi est-ce qu'il essaierait de tuer le deuxième dragon s'il sait déjà qu'il ne l'aura pas? Il y a des éléments qui me paraissent un petit... je sais pas. Ça me puzzle, comment dire en anglais, ça me chiffonne. J'avoue que j'ai hâte que la communauté du coup réfléchisse aussi à ça pour qu'on ait ensemble, qu'on fasse avancer le film public, parce que globalement, je pense que on pourrait beaucoup lire de toute cette scène si on prend cet axe-là, en fait, en se disant « Ah, mais en fait, il voit l'avenir, il les attend, etc. » Si c'est pas le cas,
C'est très bizarre comme scène. Pourquoi attendre une nuit? Pourquoi attendre comme ça pendant des plombes qu'il se fatigue et tout? Enfin, il a d'autres choses à foutre quand même, notre ami le roi de la nuit. Alors peut-être qu'il sait que Jon et le Azor Ahai, que c'est tout ce que vous voulez, l'élu, il va changer la matrice. Mais moi je trouve ça très bizarre. Donc d'attendre autant, etc. Pourquoi pas laisser juste une légion là et puis partir de toutes les manières, ils sont 7. Donc c'est vraiment un truc qui me perturbe énormément dans cette scène. Après, je rajouterais juste que peut-être qu'en fait, il y en a qu'un qui n'est pas mort parce que c'est leur manière de communiquer les uns entre eux. C'est-à-dire que les marcheurs blancs, en fait, quand ils ressuscitent des cadavres, en fait, ont un lien avec eux. On a quelques images qui sont... si vous faites quelques arrêts sur image, vous voyez que parfois, les zombies ont les yeux blancs, parfois ils les ont pas, donc sous-entendu ils peuvent en prendre le contrôle, même pour voir à travers leurs yeux à certains moments. Et donc du coup en fait ils ressuscitent admettons 10 personnes, ils en laissent une dans le groupe d'à côté, ce qui leur permet à tous d'avoir les yeux dans tous les groupes de tout le monde et de communiquer ensemble. Peut-être que c'est ça, peut-être pas. C'est vraiment, moi ça me perturbe parce que soit effectivement il va y avoir ce genre de révélation, soit l'épisode au final, scénaristiquement, est un petit peu faible sur quand même plus de la moitié, et j'espère que c'est pas ça. Donc j'espère qu'on aura plus d'infos, même si je pense que là ça y est, il y a des choses qu'on n'aura plus dans cette saison, parce que c'était un superbe épisode derrière le mur. Là, il faut s'occuper de Cersei, là, il faut s'occuper du Game of Thrones, il faut s'occuper du trône. Là, on l'a vraiment laissé de côté. Donc je pense qu'on reviendra plutôt sur ça. L'Amicaire avait une petite conclusion à vous dire. Moi, de mon côté, je voulais juste vous dire des bisous. Merci à tous les gens qui laissent des pouces bleus, qui commentent la vidéo. Ça permet de vraiment aider à ce que la chaîne se développe et ça permet d'avoir beaucoup de discussions du coup dans les commentaires sur du coup tout ce qu'on pense de Game of Thrones. Et maintenant, pour ceux qui aiment bien Game of Thrones, qui regardent la critique, vous avez déjà regardé presque la totalité de la vidéo, et qui pourtant ont hâte qu'on fasse d'autres vidéos, eh bien, petit message, on est juste très chamboulé par les déménagements de certains, les tournages Enfin, moi j'ai des gros tournages en ce moment, et donc le truc c'est qu'on vous promet qu'on reviendra sur d'autres choses que du Game of Thrones très vite. Cette semaine on essaye, c'est juste qu'on avait vraiment des plannings très bousculés, et c'est pour ça que ne sont sortis que les vidéos qu'on avait réussi à mettre dans des petits jours de planning, et il s'est trouvé que c'était du goth. Bref, des bisous, Kier pour la conclusion, ciao. Merci Bigby, tu as tout dit sur le combat au-delà du mur. C'est le moment pour nous de nous dire au revoir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il y aura notamment la preview de l'épisode 7. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le pouce vers le haut, ça aide énormément la chaîne. Les commentaires bien évidemment. Abonnez-vous, la petite cloche sur le côté. On est super content de faire ces vidéos avec vous. Et on a envie de vous faire des bisous. Ciao!